fais du Python, je bosse comme consultant avec des startups, éditeurs logiciels. Je suis hacker en résidence à The Family, j'apporte mes conseils aux startups qui en veulent bien sur la techno. Ce soir, donc, je vais vous parler de... Donc, je parle en micro ou pas? Ouais, pour la boucle. Ouais. Donc ce soir, je vais vous parler de performance des frameworks web en Python et autres technologies. Donc, comment on se compare avec les autres. Donc c'est un sujet qui peut prêter au troll, à la mauvaise foi. Je compte sur vous pour être de bonne foi. Je tiens à faire un petit préambule. Donc, plus rapide, ça ne veut pas dire le plus meilleur. Quand on fait de l'ingénierie, on fait des compromis entre différentes choses, entre la performance, mais aussi d'autres choses comme les fonctionnalités, notre productivité en tant que développeur, la maintenabilité du truc. Donc selon le contexte, la performance c'est un des paramètres, mais on a un compromis à faire. Après, c'est bien de faire ce compromis en connaissance de cause. D'où l'intérêt quand même de regarder ces histoires de performance, parce que toutes les technos n'ont pas les mêmes pertes. Il y a un adage en anglais qui dit il y a les mensonges, les fiefs et mensonges, les statistiques ou les benchmarks. Donc évidemment, tous les chiffres que je vais donner ce soir sont faux. Ils sont faux parce qu'ils ont été réalisés par des gens qui sont incompétents et malhonnêtes. Mais parce que voilà, évidemment, le framework, vous allez dire, il y a des mauvais chiffres, mais c'est normal parce qu'il n'a pas utilisé de la bonne façon, il n'a pas été bien configuré. Dès qu'on s'aventure sur le sujet des benchmarks et qu'on publie des trucs, il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui va dire « Mais non, mais tu sais, t'as pas mis le bon nombre de threads, t'as utilisé l'option debug, etc. » Donc évidemment, les chiffres sont faux. La bonne nouvelle, c'est que tous ces benchmarks-là, c'est du code open source. Donc, s'il y a une erreur dedans, vous avez la possibilité d'aller faire une pull request et de corriger l'erreur des gens incompétents et malhonnêtes qui ont fait les chiffres. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est déjà la 9e édition des résultats. Ils ont commencé en mars 2013, et là, c'est des chiffres qui datent de mai 2014. Donc il y a plein de gens qui ont déjà dit mais c'est n'importe quoi et qui ont itéré un petit peu, donc c'est moins faux que ça n'a été, ça devient de moins en moins faux. Donc voilà, c'est ces gens d'une boîte qui s'appelle Tech Empower qui a fait ça. En général, à chaque fois qu'ils sortent les résultats, c'est sur Hacker News, donc vous avez peut-être vu passer. Donc vous pouvez aller sur ce site techempower/benchmarks et tout le code est sur GitHub. Donc vous pouvez rajouter des frameworks, corriger les bugs et récupérer. Il y a des recettes vagrantes pour pouvoir faire chez vous un environnement de développement ou de test et déployer même sur des machines Amazon. J'ai commencé à essayer de faire mes propres chiffres, mais j'en ai pas pour l'instant. Ce que je vous présente, c'est que des chiffres officiels publiés par ces gens. Donc voilà, c'est du round 9. Il y a beaucoup de chiffres parce qu'il y a 93 frameworks maintenant qui ont été ajoutés. Alors c'est framework au sens large, hein, c'est une stack technologique. Des fois c'est genre on écrit en PHP ou avec le framework Bidule, donc c'est vraiment au sens large framework. C'est une stack de développement web. Il y a 6 types de tests différents qui sont implémentés et ils le font sur 3 types de plateformes matérielles. Donc voilà, ça fait vraiment une grosse matrice de chiffres. Comme on n'a pas trop de temps, je vais passer rapidement sur la méthodo. Notamment sur les types de tests. Le premier, c'est du texte brut. C'est en gros, vous renvoyez Hello World avec un content type text plain. Donc ça fait vraiment rien, et le but, c'est de saturer la connexion réseau en poussant des réponses HTTP très vite. Le deuxième test, c'est serialisation de JSON. On crée un objet trivial, un dictionnaire, on le serialise en JSON, et pareil, on pousse sur une réponse. Donc ça, c'est vraiment des tests très, très, très légers. Après, il y a d'autres tests qui mettent en œuvre une base de données. Donc, une requête simple. On va faire un get on va faire un select sur un rang au hasard d'une table qui contient 10 000 entrées et on sérialise le résultat. Il y a un test requête multiple, c'est la même chose, mais la requête reçoit un paramètre d'URL qui est un nombre de lignes à aller fetcher dans la base de données, donc qui est arbitraire, et on va renvoyer un tableau des résultats sérialisés en JSON. Il y a une variante qui est où on va lire une entrée dans la table, on va la modifier et l'écrire. Donc, on introduit une écriture. Et le sixième, qui est je pense le plus intéressant parce que ça commence à se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on fait en vrai, en général, pour une application web. Donc là, on va récupérer toutes les lignes d'une table dans la base de données avec l'ORM du framework. C'est une douzaine de messages, de type texte, des fortune cookies. On va insérer un nouveau message en cette liste, donc on fait un petit peu de travail au niveau du code.
on trie ensuite les messages, et à la fin, on va générer une page HTML, en général en utilisant un système de templating standard du framework. Donc là, ça commence à ressembler à une petite vue qu'on pourrait faire dans un truc. Mais évidemment, ça va vraiment être représentatif de ce que vous allez faire pour de vrai. Donc toujours un petit bémol sur la pertinence de ces chiffres par rapport à votre cas d'utilisation réelle. Quand ils font des vrais tests, il y a 3 machines. Il y a la machine sur laquelle va tourner le code, la base de données sur une machine séparée et le générateur de charge qui fait les requêtes sur une machine séparée. Sur 3 types de machines, Amazon, des M1 large. i7, c'est leur station de travail, c'est des Core i7 avec 8 Go de RAM. Et dans le dernier round, ils ont ajouté des serveurs de chez Peak Hosting qui sont vraiment des grosses bêtes, quoi, des Big Xeon avec 32 Go de RAM et des connexions 10 gigabits. Parce que sur les anciens, sur les précédentes machines, avec certains frameworks vraiment rapides, ils ont été vraiment à saturer la connexion réseau gigabit. Donc là, ça leur a permis de voir jusqu'où ils pouvaient aller plus loin dans les perfs. Donc voilà un petit peu sur la méthode. Et ce qui vous intéresse maintenant, c'est les chiffres. Et donc je vais vous parler déjà de Python versus Python. Donc sur les 2 tests où on ne parle pas de base de données, où là on fait vraiment juste pousser des réponses assez simples sur le réseau, texte brut et JSON. Et on va commencer avec des trucs plus minimalistes. Celui qui est marqué WSGI, c'est vraiment, on implémente avec la bibliothèque standard une réponse en WSGI. Et là, on voit un petit peu du coup la baseline sans framework, ce qu'on peut attendre en termes de perf. Et après, on rajoute du framework. Donc, Falcon, Bottle ou Flask sont assez connus comme étant des frameworks légers, micro-frameworks. Donc on voit qu'ils ne rajoutent pas tellement d'overhead. Tornado, surtout dans ce lot aussi. Et des frameworks un peu plus complets comme Pyramid ou Django, parce qu'ils font plus de choses dans le traitement de la requête, se retrouvent avec des perfs, vous voyez, un peu en dessous. C'est du Python 2 sur des grosses machines, des pics, et ils tournent tous avec Unicorn comme serveur web, sauf le cas de Tornado qui a son propre implémentation HTTP. Question, ouais. Ça veut dire quoi qu'il n'y a que WSGI? Enfin, WSGI, quand on est à Flask, par exemple, il y a WSGI aussi, pour une question des... Ouais, mais là, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de framework. Il porte Flask, tu écris uniquement ton code avec la bibliothèque standard Python et l'implémentation de référence. Vous pouvez aller regarder, si vous posez des questions sur comment c'est fait exactement, vous allez sur le repo et vous explorez un petit peu le code, c'est intéressant de voir comment c'est fait en détail. Django ne renvoie pas de résultats sur la partie texte brut. Alors, les datas sont pas complètes, la matrice n'est pas complètement pleine, il y a des trous, ce qui fait que des fois ça laisse quelques interrogations. Par exemple, sur la partie où on teste vraiment avec un template, par exemple, il n'y a pas Tornado, donc c'est dommage. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles la communauté peut éventuellement proposer des pull requests et essayer de compléter si on met une DB, c'est en général MySQL, sauf dans le cas de Pyramid ou c'est Postgres. Pareil, c'est pas toujours homogène, des fois il y a des points de données qui correspondent à une base de données par l'autre, donc c'est pas toujours 100% comparable, mais les résultats sont assez proches. Donc là, sur une requête avec la base de données, donc là on n'a plus WSGI, mais on a toujours Bottle, Flask, Pyramid, Django et Tornado, avec 2 variantes d'implémentation. Quand on tape sur la base de données, soit on va utiliser l'ORM, donc l'ORM inclus dans Django, ou bien SQL Alchemy dans le cas des autres. Et dans le cas d'SQL Alchemy, pour Bottle et Flask, on peut soit utiliser la couche ORM de SQL Alchemy, soit la couche Core, c'est-à-dire utiliser uniquement la couche bas niveau d'SQL Alchemy, sans mapping objet, et envoyer directement une requête SQL. Donc là, on est plus bas niveau, il y a moins d'overhead, et on voit que c'est avec ça qu'on atteint plus de performance dans cette situation. Donc pareil avec des requêtes multiples. Donc on garde à peu près le même ranking. Et là, donc, sur un cas où donc Fortune, c'est là où on va générer une page HTML et faire un petit peu plus de travail. On garde à peu près le même ordre. Donc moi, sur ces trucs-là, j'ai pas été trop surpris parce qu'on sait que des frameworks comme Django, par exemple, sont pas forcément réputés pour être le plus rapide, parce qu'ils font beaucoup de choses. Et puis des micro-frameworks comme Bottle ou Flask, on s'attend à ce qu'ils soient plus légers. J'étais un petit peu étonné de l'écart entre Bottle et Flask parce que je me serais attendu à ce qu'ils soient un peu plus proches.
évidemment, Flask a un peu pris dans le bon point depuis sa jeunesse et commence à faire sans doute plus de choses et à être un petit peu dans le middle ground avec Pyramid dans des frameworks qui en font pas trop peu, pas trop trop, mais un peu. Une autre question que je me suis posée, mais alors Python 2 et Python 3, parce qu'on me dit Python 3 c'est quand même mieux, etc. Est-ce que, et en termes de perf, qu'est-ce qu'il en est similaire, mais un petit peu plus lent pour l'instant. Donc ça, j'étais un petit peu déçu. Je ne sais pas exactement quelle version de Python 3 va être utilisée. C'est un truc qui évolue. Il y a des améliorations de performance régulièrement. Donc je pense, j'ai bon espoir que c'est un écart qui puisse se réduire et puis que Python 2 n'évolue plus et Python 3 va continuer à évoluer. On rattrape et on dépasse au niveau des perfs. S'il y a des gens qui ont des éclairages sur le pourquoi de tout ça. Après, bon, okay, c'est Python, mais il y a aussi PyPy. Quand on parle de performance, on attend PyPy au tournant. Quoi. On se dit, alors, qu'est-ce qu'on va gagner avec PyPy? Est-ce qu'on va être pareil, 10% plus rapide, 50%, deux fois plus rapide? Non. Sur ces tests-là, donc toujours sur le test Fortune avec le template et la base de données, etc., avec PyPy, on est plus lent. C'est quoi cette histoire? Je pense aussi que c'est le driver MySQL qui est en C, et du coup, c'est pas la situation où le PyPy peut s'exprimer au mieux. Donc voilà, c'est pas toujours plus rapide PyPy, il faut vraiment faire attention au truc. Donc ça c'était Python versus Python. Mais ok, ça c'est entre nous, et comment ça se compare avec le reste du monde? Par exemple, nos amis chez Ruby, par exemple. Ruby, c'est vachement proche de Python comme langage en termes de niveau d'abstraction, de productivité du développeur, puis il y a toujours la guéguerre entre Django, Rails, etc. Donc alors, à votre avis, qu'est-ce qui gagne? Ça dépend. Bon, si on regarde sur du bas niveau, donc on a WizGi, nous, et ils ont la même chose, ils ont copié, parce que c'était une bonne idée, ils ont eu raison, et ils ont appelé ça RAC. Et évidemment, on retrouve un peu la même chose sur tous les langages. Donc si on compare vraiment, on ne parle plus de framework, on a juste un bas niveau entre Python et Ruby, déjà voilà, on est à peu près facteur 2 entre les deux. Donc ça c'est la ligne de départ, on n'a pas encore rajouté le framework, c'est déjà un petit peu plus long. Donc si on rajoute des micro-frameworks, chez Python, j'ai laissé WizGi et RAC comme baseline, et j'ai pris les deux micro-frameworks, Bottle et Flask, et Sinatra qui est réputé dans la communauté Ruby, pour ceux qui connaissent, comme étant justement un framework léger par rapport à Rails qui est un peu le Django qui fait tout. Sinatra c'est le truc vraiment très léger, c'est similaire à Bottle et Flask. Là j'étais très surpris aussi de l'overhead de Sinatra par rapport à du RAC pur. Quoi. Il y a une grosse chute entre les deux, donc visiblement ça fait quand même pas mal de choses Sinatra. Comme tout à l'heure, Flask est en retrait par rapport à Bottle. Donc si vous voulez vraiment du super léger qui fait pas grand chose et que vous hésitez entre les deux et que la performance est un facteur clé pour vous, peut-être Bottle plutôt que Flask. Bon, si on rajoute un ORM, donc toujours micro-framework, mais on fait une requête à la base de données, requête simple ou requête multiple. Bottle et Flask versus Sinatra. Sinatra utilise dans ce cas-là, Bottle et Flask c'est avec SQL qui est mis, Sinatra c'est avec Active Record, le ORM classique en Ruby. Ouais. Dans le bar d'avant, tu sais, c'est quoi, Falcon il n'y avait pas de chiffre pour celui-là, je crois. Enfin, il y a quelques datas sur Falcon, qui est plutôt dans les plus rapides. Donc, je pense qu'il va être à peu près similaire à Bottle, je pense. Mais il n'y a pas énormément de chiffres sur donc, ouais, gros overhead aussi d'Active Record sur ces tests-là. Bon, maintenant, si on regarde les gros frameworks, on va complet. Donc, non, c'est pas ça plus cher. Non, c'est Bizarre Social. Donc il y a Bottle, Flask, Pyramid, Django et Rails, voilà. Donc, on prend Rails, un framework qui fait beaucoup de choses. Mais a priori, qui fait autant de choses à peu près que Django, dans le même ordre d'idées. Et il y a quand même là aussi une bonne différence en termes de perf qui m'a un peu surpris aussi, parce que je savais que Rails n'est pas réputé pour être rapide, Ruby n'est pas réputé pour être rapide, mais
ça c'est qualitatif. J'aurais pas pu quantitativement dire comment ça se placerait. Donc là, ça m'a un petit peu surpris qu'on soit qu'il y ait autant d'écart. Si on regarde spécifiquement Django versus Rails sur différents sur les 6 benchmarks, ça confirme le truc. Bon, alors PHP, un langage qu'on aime tous ici. Ouais. PHP c'est plus compliqué. Quand on regarde, quand on filtre Python et PHP, donc en bleu c'est du PHP, en vert c'est Python, c'est Bottle, Class, Pyramid, Django. Et là on voit des trucs, des PHP Raw. Ah ouais, mais c'est pas vraiment un framework. Vous savez, vous avez déjà fait du PHP, c'est juste une page PHP, une page HTML, où vous mettez le code inliné, c'est trucs comme on faisait en PHP 3 il y a 15 ans. Et là ouais, ça va vite, parce que ça fait pas grand chose. Mais après il y a des trucs genre YAF, Falcon, PH, c'est pas le même. Qui sont vraiment des vrais frameworks. C'est pas juste une page PHP, et qui vont vite. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Donc j'ai regardé un petit peu. En fait, ils ont une particularité, ces frameworks. En fait, le framework lui-même n'est pas écrit en PHP. Le framework est écrit en C. C'est une extension PHP en C. Et vous pouvez hériter des classes de contrôleurs, etc. Donc votre code à vous est en PHP, mais tout le code du framework est en C. C'est une approche que je ne connaissais pas, qui m'a étonné, c'était une surprise en regardant ces chiffres, et ça leur permet effectivement d'avoir des cartes assez intéressantes. Dans les frameworks vraiment purement PHP, donc Falcon, PHPXE sont plutôt des bonnes perfs également. Et si on regarde dans les frameworks français en plus, pas mal inspiré de ce qui se fait en Django, Rails, des meilleures pratiques de nos langages favoris. Donc Symfony 2. En termes de perf, c'est vraiment dans le bas du tableau. Donc ça m'a aussi surpris aussi le faible niveau de performance de Symfony. Parce que mon PHP c'est out, maintenant c'est fini, maintenant les cool kids ils font plus du PHP, ils font du Node.js. Donc on a besoin de savoir, nous, quand on choisit Python et qu'on voit tous les gens cool faire du Node.js, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Est-ce que, je pense que la question quand même. Et parce que les gens cool, ils font du Node.js avec du MongoDB et du AngularJS, mais là c'est sur le front, donc ça compte pas là, sur le back-end. Donc nous aussi, ils n'ont pas inventé les frameworks asynchrone. Nous on avait Tornado déjà avant, qui permet de coder avec une boucle événementielle asynchrone, de faire des callbacks si on veut ou pas. Et c'est vrai que Tornado il va pas aussi vite que Node.js. Donc Node.js, si ça tourne sur V8, une machine virtuelle JavaScript avec un just-in-time compiler, qui a beaucoup d'efforts d'ingénierie dessus, qui va vraiment très vite. Donc là, on est distancé. Mais j'ai dit just-in-time compiler. On n'a pas un truc, nous aussi, avec un just-in-time compiler? PyPy, le retour de PyPy. Et donc là, si on met PyPy dans le lot, donc Tornado plus PyPy, plus le driver asynchrone pur Python de la base de données, et ben là, voilà, on est à un niveau comparable à Node.js. Donc les gens qui vous disent non, mais Python c'est mort, Node.js c'est mort, tout ça. Ben non, voilà, on arrive avec les technos Python à être dans des perfs de même niveau aujourd'hui, quoi. Sur PolarTel ça dépasse, sur le requête multiple c'est plus faible, mais on est dans le même ordre de grandeur. Donc ça m'a surpris aussi. On me fait signe que c'est bientôt la fin du temps, et comme j'ai pas mon timer, je suis un peu perdu. Juste pour comparer aussi avec des langages compilés, donc Java, compilé ça va plus vite. Donc bah oui. Il y a un framework qui s'appelle Gemini. Alors c'est forcément malhonnête comme résultat parce que c'est le framework des gens qui font les tests. Ils ont sûrement triché pour que ça arrive en premier. Servlet, c'est implémenté au bas niveau avec Servlet. D'autres frameworks que je connais pas bien en Java, s'il y en a qui connaissent. Donc Undertow, Grizzly, Wicket. Ça me parlait pas. Grails, c'est un framework en Groovy, donc on n'écrit pas vraiment en Java, on écrit dans un langage de script sur la JVM, c'est inspiré de Rails. Et bah c'est pas... c'est pas mal, hein, c'est plus rapide que Bottom, mais il n'y a pas un écart de folie non plus.
Et si on prend des trucs Spring qui sont très enterprisey, ou même Active Web, je ne connaissais pas, qui était un truc assez inspiré de Rails aussi, ben, c'est même plus lent que chez nous. Donc, tu connais bien Java, toi? Ouais, Rails, c'est beaucoup d'aspects. D'accord, donc il y a un lien de parenté entre les formations. Voilà. Mais donc c'est pas aussi simple de dire que Java c'est compliqué donc ça va plus vite. Il y a des cas ça peut aller plus vite et suivant comment c'est fait ça peut aller aussi vite ou plus lentement. À l'inverse, c'est que Sonic Jersey, c'est juste la sérialisation de sa régulation, c'est pas vraiment la quatrième nouvelle. Ouais. On se rapproche du rôle. Après il faut regarder l'implémentation. Le nom des fois cache un petit peu les détails. Donc voilà, j'en ai fini là, donc je suis désolé de ne pas avoir parlé de Dart, de Go, de langage que je ne connaissais pas, qui est dedans, mais voilà, si vous avez des questions rapidement, je pense qu'on va pas m'ôter le micro tout de suite. C'est bon. Sur la partie asynchrone, juste en avant avec PyPy, pourquoi ne pas essayer avec JVant aussi Parce que... Comme je disais, sur la partie asynchrone, tu as essayé juste Tornado avec PyPy pour égaler Node.js. Pourquoi ne pas avoir affiché JVant aussi Parce que c'est pas les tests que j'ai fait moi-même. Là, je présente juste une sélection de résultats publiés sur ces benchmarks et il n'y a pas ces choses-là. Donc, dans les perspectives futures, on pourrait effectivement vouloir tester aussi un petit, je sais pas, pyramide avec JVant, des trucs comme ça. Et Async.io. Async.io en Python 3, 4, voilà, enfin, il y a plein de choses à questionner, à voir. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné la curiosité peut-être d'aller télécharger les trucs, de faire des tests vous-même et de faire des jeux précisions. Moi je sais que peut-être la semaine prochaine je vais essayer d'en faire un petit peu, de tester les choses différentes. Juste, tu as parlé d'un dépôt et tu ne l'as pas affiché en fait. Oui, je vais le remettre pour que vous puissiez là-dessus. Voilà, c'est sur github.com/techempower/framework benchmark. Sinon, si vous allez sur le site de Tech Empower Benchmark, il y a un lien vers le source code, les détails de la méthodologie. Je ne suis pas rentré complètement dans le détail. Voilà. Là, en fait, chaque fois, il y a une machine qui génère des requêtes, une machine qui répond du web et une machine qui fait la base de données. Dans des stacks réels, tu vas souvent avoir plusieurs machines qui font du web, voire quelque chose devant qui va cacher un varnish, un truc comme ça. Est-ce que du coup, ils ont poussé le truc avec des choses un peu plus proches du monde réel? Parce que, non, ça teste justement le back-end sans caching, il y a quelques paramètres comme ça qui sont pas réalistes. C'est pas représentatif d'un cas réel, mais le but c'est pas d'être représentatif d'un cas réel, mais c'est de mettre dans des conditions identiques différentes stacks. Si tu veux tester la performance d'un varnish, c'est indépendant du reste. Tu peux, quel que soit ton back-end, ton varnish il va se comporter pareil devant. Donc on peut imaginer qu'on peut considérer les choses de manière orthogonale, c'est pareil quand on réfléchit aux performances. Mais ça vise pas à être réaliste comme je dis. si, en fait, juste sur, par exemple, Ruby vs Python, alors c'est pas une histoire de comparer l'un et l'autre, de dire que l'un ou l'autre est meilleur, j'ai pas de problème. Comment ils font du coup pour être sûr qu'il y a le même nombre de sockets qui vont écouter tu dis comparer des choses qui sont comparables, je suis pas sûr que j'en sais rien. Je suis pas sûr que c'est pour ça que je l'ai dit au début, évidemment, s'ils ont mal configuré, ils n'ont pas mis le bon nombre de threads, il y a peut-être un truc qui limite, mais tu peux regarder le détail de tout, et tu peux regarder comment la licorne est faite, et tu peux éventuellement le changer. Il y en a qui testent avec différents serveurs. Il y a des résultats que je n'ai pas présentés, mais avec Nginx et NewWhiskey. Il y a différentes combinaisons de stacks qui sont. Vous avez à regarder le détail des résultats si vous voulez creuser ce genre de questions. Une dernière question. Dernière question. Merci pour le talk déjà. Et ensuite, donc, le choix du chef pour prototyper, c'est Bottle alors maintenant. Le choix du chef Ouais. Parce qu'avant c'était Flask qui était quasiment le truc pour dès qu'on allait faire un proto, c'était quasiment celui-là qu'il fallait maintenant. Pour avoir un truc qui tienne un peu la charge, qui se compare, comme de ce que tu as montré, ce serait Bottle. Est-ce que
d'après toi, ton expérience propre? Alors moi j'aime bien Bottle parce que je trouve très, très léger, minimaliste et sympa quand tu veux faire vraiment un one file truc tout petit, mais pour un projet réel, probable que je recommanderais plutôt Flask. Enfin, je sais pas. Ça dépend vraiment de ton cas. Non, c'est pas une question de maturité, c'est une question de couverture fonctionnelle, d'écosystème. C'est ce que je disais, tu as un trade-off à faire entre la performance et la maintenabilité et la productivité de ton code. S'il y a plein de bibliothèques qui sont prévues pour marcher avec Flask que tu peux réutiliser, tu as gagné du temps. Si elles s'intègrent moins bien avec Bottle, dans ce cas-là, c'est pas que du game. Si tu as juste un truc très petit qui n'a aucune dépendance externe et où ta principal critère c'est la performance, Bottle ou notre techno, enfin, que Python, peut-être pas. Enfin, tu vois, c'est très dur de donner une réponse. C'était dans l'écosystème Python, c'était pour comparer les deux un petit peu. Et après, tu regardes, ils sont très proches en manière d'écrire du code, donc tu vois aussi quel est ton goût préféré. Et si la perf est importante pour ton projet, benchmark dans ton cas d'usage, fais notamment un proto avec différents frameworks sur ton cas d'usage à toi, pour voir si c'est pertinent, si significatif. Ok, merci. Merci.